Chapitre 13. La bataille d'Andvard. Aux environs de 11 heures, toute la compagnie était de nouveau en marche, en direction de l'ouest, avec les montagnes à gauche. Corinne et Shasta chevauchaient en tout dernier, avec les géants juste devant eux. Lucy, Edmund et Peridan étaient absorbés par leur plan de bataille. À un moment, Lucy s'était étonnée. « Mais où est donc son Altesse tête de mule ?» Edmund s'était contenté de répondre « Pas à l'avant des troupes, et c'est une bonne chose. N'en demandons pas plus. » Shasta racontait à Corinne l'essentiel de ses aventures, lui expliquant au passage que tout ce qu'il connaissait de l'équitation, il le tenait d'un cheval, et qu'il ne savait pas vraiment se servir des rênes. Corinne lui apprit ce qu'il fallait en faire, tout en lui racontant en détail comment ils avaient appareillé en secret pour quitter Tashban. « Et la reine Susan, où est-elle? »« À Carparavel, répondit Corinne. Elle n'est pas comme Lucy, tu sais, qui est aussi forte qu'un homme, ou qu'un garçon en tout cas. La reine Susan est beaucoup plus comme une dame normale. Elle va pas à la guerre, bien qu'elle soit excellente au tir à l'arc. » Le chemin qu'ils suivaient à flanc de colline se rétrécissait sans cesse, et sur leur droite, le coteau était de plus en plus à pic. Ils finirent par progresser en file indienne au bord d'un précipice, et Shasta frémit en pensant que, la nuit précédente, il avait fait la même chose sans même s'en rendre compte. « Mais bien sûr, pensa-t-il, je ne courrais aucun risque. C'est pourquoi le lion restait à côté de moi. Il était tout le temps entre le bord et moi. » Puis le chemin tourna à gauche, vers le sud, et en s'éloignant de la paroi rocheuse, des forêts profondes apparurent de part et d'autre. Ils montèrent en suivant une pente escarpée, plus haut, toujours plus haut, jusqu'au col. La vue aurait pu être splendide, de là-haut, en terrain découvert, mais avec tous ces arbres, on ne voyait rien, si ce n'est, de loin en loin, un énorme sommet rocheux au-dessus des feuillages, et un ou deux aigles, volant puissamment là-haut dans le ciel bleu. « Ils sentent la bataille, » dit Corinne, montrant les oiseaux du doigt. « Ils ont compris qu'on allait leur préparer un repas. » Shasta n'apprécia pas du tout. Quand ils eurent dépassé le col et qu'ils furent descendus beaucoup plus bas, ils trouvèrent un terrain plus dégagé. De là, Shasta eut une vue d'ensemble d'Arkenland qui s'étendait en contrebas sous une brume bleutée, et même, pensa-t-il, un vague aperçu du désert au-delà. Mais à peu près 2 heures avant son coucher, le soleil bas l'aveuglait, l'empêchant de discerner clairement les choses. L'armée s'arrêta là, pour se disposer en ligne de bataille. Il y eut de nombreux changements. Tout un détachement d'animaux parlants à l'air particulièrement dangereux que Shasta n'avait pas remarqué jusque-là, qui étaient pour la plupart des félins, léopards, panthères et équivalents, vint à pas feutrés, en grondant, prendre position à gauche. Les géants furent disposés à droite, et avant d'y aller, ils prirent tous des choses qu'ils avaient transportées dans leurs sacs et s'assirent un instant. Shasta vit alors que ce qu'ils avaient apporté, qu'ils étaient en train d'enfiler, c'étaient des paires de bottes, d'horribles, de pesantes bottes garnies de pointes, et qui leur montaient aux genoux. Puis ils posèrent sur leurs épaules leurs énormes gourdins, et s'ébranlèrent vers leur position de combat. Les archers, avec la reine Lucy, se mirent à l'arrière, et on put d'abord les voir bander leurs arcs, puis on entendit les tong-tong quand ils testèrent les cordes. Où que l'on regarde, on ne voyait que des gens en train de resserrer des sangles, mettre des casques, dégainer des épées et jeter par terre leurs capes. Il n'y avait pratiquement plus de mots échangés. C'était très solennel et très impressionnant. Oh, je vais en être ici maintenant, je vais vraiment en être, pensa Shasta. Puis des bruits se firent entendre loin devant, le cri d'homme en ombre et un boum, boum, boum régulier. « Le bélier !» chuta Corinne. « Ils sont en train d'enfoncer la porte !» Même Corinne avait l'air très sérieux maintenant. « Pourquoi est-ce que le roi Edmund n'attaque pas ?»
disait-il. C'est insupportable, cette attente. Ça donne le chair de poule en plus. Shasta hocha la tête, en espérant qu'on ne voit pas à quel point il avait peur. Enfin, la trompette. Bon, en avant. Au trot, pour l'instant, bannière au vent. Ils dépassèrent une petite crête, et toute la scène en contrebas leur apparut d'un seul coup. Un petit château, aux nombreuses tours, dont la porte était de leur côté. Pas de douve, malheureusement, mais la porte fermée, bien sûr, et la herse abaissée. Ils voyaient, sur les remparts, comme une petite tache blanche, les visages des défenseurs. En dessous, environ 50 décalormènes, descendus de cheval, balançaient régulièrement, d'arrière en avant, un énorme tronc d'arbre contre la porte. Le gros des hommes de Rabadash étaient descendus de leur monture, prêts à donner l'assaut à la porte. Mais, à l'instant même, tout changea. Rabadash venait de voir les Narniens descendre de la colline. Incontestablement, ces calormènes étaient remarquablement entraînés. Shasta eut l'impression qu'en une seconde, tous leurs ennemis étaient de nouveau à cheval, voletant pour venir à leur rencontre et s'ébranlant dans leur direction. Et maintenant, galop. La distance séparant les deux armées diminuait à chaque seconde. Plus vite, plus vite. Toutes épées sorties maintenant, tout bouclier remonté jusqu'au nez, toute prière dite, toute danse serrée. Shasta était terriblement effrayé. Mais il pensa soudain, si tu te dérobes maintenant, tu te déroberas pour tous les combats de ta vie. C'est maintenant ou jamais. Quand finalement les deux lignes se rencontrèrent, il n'eut vraiment qu'une très vague idée de ce qui se passait. La confusion était terrifiante, le bruit assourdissant. Son épée fut très vite arrachée de sa main. Ses rênes s'étaient plus ou moins emmêlées. Puis il se sentit glisser. Une lance fondit droit sur lui, et comme il se penchait pour esquiver, il roula carrément à bas de son cheval, se cogna violemment les jointures de la main gauche contre la meurtre de quelqu'un d'autre, puis... Mais il ne sert à rien de chercher à décrire la bataille du point de vue de Shasta. Il ne comprit pas grand-chose au combat dans l'ensemble, et même son propre rôle là-dedans. La meilleure façon de vous raconter ce qui se passait vraiment, c'était de vous amener à quelques kilomètres, là où l'ermite de la marche du sud était assis, scrutant du regard le bassin d'eau dormante, sous l'arbre à l'ample ramure, avec Bri, Hwin et Aravis à son côté. Car c'était dans ce bassin que l'ermite plongeait son regard quand il voulait savoir ce qui se passait dans le monde, au-delà des murs verdoyants de son ermitage. Là, il voyait, comme dans un miroir, à certains moments, ce qui se passait dans les rues de villes du sud beaucoup plus éloignées que Tashbaan, ou quel bateau venait au mouillage à Red Haven, là-bas, très loin dans les 7 îles, quel bandit ou bête sauvage s'agitait dans les grandes forêts de l'ouest, entre la lande du Réverbère et Telmar. Et de toute cette journée, il n'avait guère quitté son bassin, même pour boire ou manger, car il savait que de grands événements se déroulaient en Arkenland. Aravis et les chevaux scrutaient aussi le bassin du regard. Ils voyaient bien que cette eau était magique. Au lieu de refléter l'arbre et le ciel, elle montrait des formes troubles et colorées qui bougeaient sans cesse dans ses profondeurs. Mais il ne distinguait rien avec clarté. L'ermite le pouvait, lui. De temps à autre, il leur disait ce qu'il voyait. Un petit moment avant que Shasta soit engagé dans son premier combat, l'ermite s'était mis à parler ainsi. « Je vois 1, 2 aigles volant dans l'échancrure du pic des tempêtes. L'un est le plus vieux de tous les aigles. Il ne serait pas sorti si une bataille ne se préparait. Je le vois voler de ci et de là, dardant ce regard, tantôt sur Andvard, tantôt vers l'est, derrière le pic des tempêtes. Ah, je vois maintenant à quoi Rabadash et ses hommes se sont tant affairés toute la journée. Ils ont abattu puis ébranché un arbre énorme. Ils sont en train de sortir des bois à présent, le transportant comme un bélier. L'échec de leur assaut la nuit dernière leur a appris quelque chose. Il aurait été mieux inspiré de faire fabriquer des échelles par ces hommes, mais cela aurait demandé trop de temps. Il était patient. L'imbécile! Il aurait dû rentrer à Tashbaan dès l'échec de sa première attaque, car tout son plan reposait sur la rapidité et la surprise. Maintenant, ils mettent leur bélier en position. Les hommes du roi Lune tirent sans arrêt du haut des remparts. 5 calormènes sont tombés, mais il n'y en aura pas beaucoup plus. Ils ont leur bouclier au-dessus de leur tête.
Rabalash donne ses ordres maintenant. Il a autour de lui ses plus fidèles seigneurs, de féroces Tarkanes des provinces de l'Est. Je vois leur visage. Il y a Khor-Radin de Château Tormund, et Azrou et Shlamash, et Ilgamuth à la lèvre tordue, et un grand Tarkane à la barbe cramoisie. Ah. Par la crinière, mon ancien maître Anradin, s'exclama Bri. Chut, dit Aravis. Maintenant le bélier a commencé son travail. Oh, si je pouvais entendre, aussi bien que je vois, quel bruit cela ferait. Coup après coup. Aucune porte ne peut résister à cela indéfiniment. Mais attendez! Quelque chose du côté du pic des tempêtes a effrayé les oiseaux. Ils sortent en masse. Attendez encore. Je ne vois rien. Ah, maintenant si! Toute la crête de la colline, au-dessus à l'est, est noire de cavaliers. Si seulement le vent voulait bien s'engouffrer dans cet étendard et le déployer. Oh, ils ont passé la crête maintenant. Quel qu'il puisse être. Ah ah! J'ai vu la bannière maintenant. Narnia! Narnia! C'est le lion écarlate! Ils sont en plein dans la descente de la colline maintenant. Je vois le roi Edmund. Il y a une femme derrière, au milieu des archers. Oh! Que se passe-t-il? Demanda Hwin en retenant son souffle. Tous les chats se précipitent de la gauche de leur ligne. Des chats? S'étonna Aravis. De grands chats, des léopards, des choses comme ça, répondit l'ermite avec un mouvement d'impatience. Je vois. Les chats arrivent en cercle pour attaquer les chevaux des hommes démontés. Un beau coup. Les chevaux des Calormen sont déjà fous de terreur. Maintenant les chats sont au milieu d'eux. Mais Rabadash a reformé sa ligne de bataille. Il dispose d'une centaine d'hommes à cheval. Ils partent à la rencontre des Narniens. Il n'y a pas plus de 100 mètres entre les deux lignes maintenant. Plus que 50. Oh, je vois le roi Edmund. Je vois le seigneur Péridan. Et il y a 2 enfants dans les lignes de Narnia. À quoi pense le roi pour les laisser participer au combat? Plus petit maître, les lignes se sont rejointes. Sur le flanc droit des Narniens, les géants font merveille. Mais il y en a un par terre. Touché à l'œil, je suppose. Au centre, ce n'est qu'une vaste pagaille. Je vois mieux sur la gauche. Voilà, les 2 jeunes garçons à nouveau. Oh, par le lion vivant! L'un d'eux, le prince Corinne. Et l'autre, oh, ils se ressemblent comme 2 gouttes d'eau. C'est votre petit Shasta. Corinne se bat comme un homme. Il a tué un Calormen. Je vois un peu au centre maintenant. Rabadash et Edmund ont failli s'affronter, mais ont été séparés par la cohue. Que se passe-t-il pour Shasta? Demanda Aravis. Oh, l'imbécile, gronda l'ermite. Pauvre, brave, petit imbécile. Il ne connaît rien à cette affaire. Il ne sert absolument pas de son bouclier. Tout son flanc est exposé. Il n'a pas la moindre idée de ce qu'il doit faire avec son épée. Oh, il s'en est souvenu maintenant. Il l'agite furieusement dans tous les sens. Il a failli couper la tête de son poney. Il va le faire sous peu s'il fait pas attention. Son épée lui a été arrachée maintenant. Oh, c'est du meurtre pur et simple que d'envoyer un enfant à la bataille. Il ne peut survivre 5 minutes. Couche-toi, idiot! Oh, il est tombé. Oh, tué? Demandèrent 3 voix suffocantes. Comment pourrais-je le dire? Dit l'ermite. Les chats ont terminé leur travail. Tous les chevaux sans cavalier sont maintenant morts ou en fuite. Pour les Calormen, pas de retraite sur ces chevaux-là. Maintenant, les chats retournent en pleine bataille. Ils bondissent sur les hommes qui manient le bélier. Le bélier est tombé. Ah, bon. Les portes s'ouvrent dans l'intérieur. Il va y avoir une sortie. Les 3 premiers sont déjà dehors. Au milieu, c'est le roi Lune. Les frères Dar et Darin sont de chaque côté. Derrière eux arrivent Tran, Char et Cole avec son frère Colin. Il y en a 10, 20, presque 30 dehors maintenant. La ligne Calormen est repoussée vers eux. Oh, le roi Edmund frappe des coups magnifiques. Il vient juste de faire sauter la tête du seigneur Khor-Radin. Beaucoup de Calormen ont jeté leurs armes et courent se réfugier dans les bois. Ceux qui restent sont serrés de près. Les géants les bloquent sur la droite, les chats sur la gauche, le roi Lune par l'arrière. Les Calormen ne sont plus qu'un petit noyau maintenant, se battant dos à dos. Ton Tarkane est par terre, Bri. Lune et Azrou combattent au corps à corps. Le roi a l'air de gagner. Le roi se défend bien. Le roi gagne. Azrou est à terre.
Oh, le roi Edmund est tombé. Oh non, il est à nouveau debout, en train d'en découdre avec Rabadash. Ils se battent à la porte même du château. Plusieurs Calormen se sont rendus. Darin a tué Ilgamth. Je ne vois pas ce qui est arrivé à Rabadash. Je crois qu'il est mort, à pied au mur du château, je ne sais pas. Shlamash et le roi Edmund se battent maintenant, mais la bataille est terminée partout ailleurs. Shlamash s'est rendu. La bataille est finie. Les Calormen ont été complètement écrasés. Quand Shasta était tombé de son cheval, il s'était considéré comme perdu. Mais même au cheval, même au combat, les chevaux piétinent beaucoup moins les êtres humains qu'on pourrait le penser. Après 10 minutes à peu près, d'horreur absolue, Shasta s'était soudainement rendu compte qu'il n'y avait plus de chevaux tapant du pied dans le voisinage immédiat, et que le bruit, qu'il continuait à y avoir pas mal de bruit, n'était plus celui d'une bataille. Il s'était assis et avait regardé autour de lui. Même lui, si peu qu'il s'y connaisse en bataille, avait très vite vu que les Arkenlandais et les Narniens avaient gagné. Les seuls Calormen vivants qu'il voyait étaient prisonniers. Les portes du château étaient grandes ouvertes, le roi Edmund et le roi Lune se serraient la main par-dessus le bélier. Du cercle de seigneurs et de guerriers qui les entouraient s'élevait un bruit de conversation, essoufflée et nerveuse, mais clairement gai. Soudain, toutes se confondirent pour se transformer en un énorme éclat de rire. Shasta se leva, se sentant tout raide, et courut vers la source du bruit pour voir ce qu'il y avait de drôle. Ses yeux tombèrent sur un bien étrange spectacle. Il aperçut le malheureux Rabadash, suspendu au mur du château. Ses pieds, environ 60 cm du sol, s'agitaient frénétiquement. Sa cotte de maille était accrochée, et on ne voyait pas comment, si bien qu'elle le serrait horriblement sous les bras. Il lui remontait jusqu'au milieu du visage. En fait, il avait exactement l'air d'un homme surpris au moment précis où il essaie d'enfiler une chemise raide et un peu trop petite pour lui. Pour autant qu'on puisse l'expliquer après coup, et vous pouvez être sûr que l'histoire fit beaucoup jaser pendant des jours et des jours. Voilà en gros ce qui était arrivé. Au début de la bataille, un des géants avait tenté sans succès de piétiner Rabadash avec sa botte à pointe. Sans succès parce qu'il n'avait pas écrasé Rabadash, alors que c'était ce qu'il voulait faire, mais pas tout à fait en vain, car l'une des pointes de sa botte avait déchiré la cotte de maille de Rabadash, exactement comme vous et moi pourrions déchirer une chemise ordinaire. Aussi, Rabadash, au moment où il avait affronté le roi Edmund à la porte, avait un trou dans le dos de son pourpoint métallique, et quand Edmund l'avait poussé de plus en plus vers le mur, il avait bondi sur un énorme bloc de pierre et était resté là-haut à faire pleuvoir des coups sur Edmund. Mais s'étant alors rendu compte que dans cette position qu'il plaçait au-dessus des têtes de tous les autres, ça faisait de lui une cible pour les flèches des archinarniens, il avait décidé de sauter à terre. Il avait voulu se donner l'air, et sans aucun doute avait-il eu l'air pendant un bref instant, très impressionnant et redoutable, pendant qu'il avait sauté en criant « La foudre de tache tombe du ciel !» Mais il avait dû sauter sur le côté, car devant lui il y avait trop de monde pour qu'il trouve la place d'atterrir. À cet instant, avec une précision telle qu'on n'aurait pas pu rêver mieux, le trou de sa cotte de maille s'était accroché à un piton planté dans le mur. Très longtemps auparavant, ce piton avait supporté un anneau pour y attacher les chevaux. Et il s'était retrouvé là, comme du linge pendu à sécher, avec tout le monde en train de rire autour de lui. « Descends-moi, Edmund !» vociférait Rabadash. « Descends-moi et bats-toi contre moi comme un homme, comme un roi. Ou si tu es trop grand coire pour le faire, alors tue-moi tout de suite. » Assurément, commença à dire le roi Edmund. Mais le roi Lune l'interrompit. « Si votre majesté le permet, dit le roi Lune à Edmund, pas de cette façon. » Puis, se tournant vers Rabadash, il lui dit « Altesse royale, auriez-vous lancé ce défi une semaine plus tôt? Je puis en répondre. Il n'y aurait eu personne parmi les sujets du roi suprême, du roi Edmund, à la plus petite souris parlante, qui ne l'eût relevé. Mais en attaquant notre château dans le Var en temps de paix et sans déclaration de guerre, vous avez prouvé que vous n'étiez en rien un chevalier, mais bien un traître, quelqu'un livré plutôt au fouet du bourreau.
a laissé croiser son épée avec une personne d'honneur. Il ordonna à ses soldats. Descendez-le, ligotez-le, et emmenez-le à l'intérieur en attendant que nous fassions connaître notre bon plaisir à son sujet. Des mains robustes arrachèrent son sabre à Rabadash. Il fut traîné dans le château, hurlant des menaces, des jurons, pleurant même. Car, alors qu'il était prêt à affronter la torture, il ne pouvait supporter d'être tourné en ridicule. À Tashbaan, tout le monde l'avait toujours pris au sérieux. À cet instant, Corinne courut vers Shasta, lui prit la main et entreprit de l'entraîner vers le roi Lune. « Le voici, père, le voici !» criait Corinne. « Oui, bien, vous voici donc, à la fin, dit le roi d'une voix très bourrue, et vous fûtes dans la bataille, manquant ainsi ouvertement votre devoir d'obéissance. Comme un garçon qui cherche à briser le cœur de son père. À votre âge, vous avez plus besoin de coups de bâton sur votre culotte que d'une épée dans votre main. Ha! Mais tout le monde, même Corinne, voyait bien que le roi était très fier de son fils. Oh, ne le réprimandez plus, sire, mais daignez m'écouter, intervint le seigneur Darin. Son Altesse ne serait pas votre fils s'il n'avait hérité de vos dispositions. La peine de votre majesté serait bien plus grande si elle avait à lui reprocher la faute inverse. Bon, grommela le roi, nous passerons là-dessus pour cette fois. Et maintenant? Ce qui survint ensuite surprit Shasta plus que tout ce qui avait pu lui arriver dans sa vie. Il se retrouva soudain entre les bras du roi Lune, qui le serrait comme un ours et l'embrassait sur ses deux joues. Puis le roi le reposa par terre et dit « Garçons, restez ici tous deux, et laissez la cour entière vous regarder. Levez le menton. Et maintenant, messieurs, observez-les bien tous les deux. Quelqu'un aurait-il le moindre doute? » Là encore, Shasta ne comprit pas pourquoi tout le monde les dévisageait, Corinne et lui, ni ce qui provoquait toutes ces exclamations.